Fin de ce documentaire tourné voilà 4 ans à Mossoul, au Kurdistan irakien et dans le nord-est syrien par la journaliste Anne Poiret. Une enquête qui levait le voile sur ces enfants dont les familles avaient souvent prêté allégeance au califat avant qu'ils ne soient eux-mêmes embrigadés dans les rangs de l'État islamique. Et à l'époque, même après avoir payé pour leur passé, ils s'avéraient traités, vous venez de le voir, comme de véritables parias. Que sont devenus ces enfants, notamment ceux revenus en France? Eh bien, nous allons en parler maintenant avec l'historienne Anne-Clémentine Larocque. Bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'idéologie islamiste. Vous avez travaillé auprès des juges d'instruction concernés par la prise en charge de ces enfants de Daesh lorsqu'ils revenaient sur notre territoire français. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam, un ouvrage publié aux presses universitaires de France. Cette enquête, je l'ai précisé, de la journaliste Anne Poiret a donc été tournée voilà 4 ans, à la fois côté irakien et côté syrien, côté kurde, du côté de la Syrie. Que sont devenus les enfants que nous avons vus dans ce reportage pour l'essentiel d'entre eux? Alors pour l'essentiel d'entre eux, certains sont encore dans ces camps. Et qui vivent dans des conditions sanitaires, de violence sociale globalement très dégradées. Certains autres ont été rapatriés en Irak à partir de 2021, justement, à la parution de ce documentaire. On a quand même eu un processus qui a été mis en place par les autorités irakiennes. Mais comme on le voit dans le documentaire, la question de leur devenir est leur identité actuellement. Parce que certains, comme vous l'avez vu aussi, ont dû faire face au fait de renier leur père, au fait de renier ce qu'ils ont été. Et vraiment, la problématique pour ces enfants aujourd'hui, c'est d'être réintégrés dans des États qui ne sont pas forcément, effectivement, toujours évidemment satisfaits de les reprendre. Pour la Syrie, c'est différent, puisque vous savez qu'ils sont donc au Rojava, cette partie du nord-est qui est tenue par les Kurdes. Kurdes, ouais. Mais entre-temps, depuis justement le documentaire et aujourd'hui, on a eu quand même un changement de régime extrêmement important à signaler. Bachar el-Assad est tombé et Ahmed al-Shara, qui était donc un ancien djihadiste, a repris le pouvoir dans cette Syrie qu'il faut réaménager. La question est de savoir qu'est-ce qu'il va faire justement de ces camps et qu'est-ce qu'il va faire de ces jeunesses qui sont sacrifiées. Peut-être une dernière chose à dire, c'est que si on prend l'histoire de l'Irak, en effet, avec les guerres successives en Irak, on a fabriqué progressivement des enfants radicaux. Que donneront ces enfants dans 20 ans? On va s'intéresser à ceux qui sont revenus en France. Combien d'enfants de Daesh, puisque c'est le surnom qu'on leur donne, sont revenus en France à ce jour? Sont-ils revenus seuls, avec leur mère? Alors, un peu plus de 300. Et le dispositif qui a été mis en place commence en 2017, au moment où, effectivement, l'État islamique commence à perdre du terrain, bataille de Mossoul et de Raqqa. En 2018, l'instruction interministérielle a été effectivement approfondie. Mais en 2022, on a aussi remis en place un certain nombre de ressources pour pouvoir, effectivement, mettre en place ce dispositif. Ça s'est effectué en plusieurs vagues, oui, à partir de 2019, c'est ça? À partir, effectivement, de 2019 jusqu'en 2022, il va y avoir quelques vagues avec des enfants, des mineurs et des femmes qui vont être en nombre peu conséquent. Et à partir de 2022 jusqu'en 2024, on va avoir 5 vagues qui vont être beaucoup plus conséquentes, où on va rapatrier de manière beaucoup plus massive ces mineurs. Qui fait les demandes de rapatriement? Est-ce que ce sont les femmes présentes sur place qui font cette demande pour leurs enfants? Alors elles peuvent effectivement émettre au ministère des Affaires étrangères un certain nombre de volontés et de demandes. Et effectivement ensuite est discuté au niveau de l'État français la possibilité de rapatrier ces femmes et ces enfants. Et la majorité des demandes proviennent-elles des familles qui sont présentes en France et qui souhaitent voir revenir peut-être des petits-enfants, des enfants? Il peut avoir effectivement des demandes des familles, mais après c'est évidemment selon les cas. Ça a été aussi l'option française de bien étudier chaque cas, parce que chaque cas est tout à fait différent. On le voit dans les dossiers, les parcours sont complètement à différencier selon l'histoire, bien sûr, de la famille au sein de l'organisation État islamique et dans les camps du Rojava. Quelle prise en charge est prévue lorsqu'ils reviennent en France? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce processus de prise en charge? Alors la volonté a été d'interministérialiser les choses, c'est-à-dire que plusieurs ministères se chargent justement de cette prise en charge. D'abord le ministère de la Justice avec le Parquet national antiterroriste qui va être l'acteur central, je dirais, de coordination. Au niveau du ministère de l'Intérieur, vous avez 2 services qui articulent cette prise en charge, l'un dans la prévention, l'autre au niveau sécuritaire. Et ensuite, véritablement au niveau des départements, on a donc la protection
protection judiciaire de la jeunesse et l'aide sociale à l'enfance, donc services sociaux et encore une fois le ministère de la Justice, qui vont véritablement entourer au niveau de la santé, je dirais, physique, santé mentale et évidemment suivi socio-éducatif, l'enfant. Il ne faut pas oublier non plus l'éducation nationale qui évidemment fait partie aussi de ce processus de prise en charge avec les écoles, les collèges, les lycées qui sont effectivement mis à contribution dans cet accueil du mineur. On n'a pas beaucoup de recul en réalité aujourd'hui. Quels sont les principaux obstacles à une bonne réinsertion de ces enfants constatés avec le peu de recul que nous avons aujourd'hui ? Déjà, la représentation qu'ils peuvent avoir dans la société française, la politisation qu'on peut faire d'eux avec une stigmatisation un peu automatique. On a entendu beaucoup parler de bombes à retardement. Si on regarde dans le documentaire l'avenir des Syriens, des petits Syriens ou des petits Irakiens, je pense qu'on peut dire que les Français de retour de zone sont vraiment pris en charge par l'État. Et vraiment, l'importance est aussi de mettre le lien sur leur histoire passée avec leur histoire présente et leur avenir. Et je pense qu'au niveau de la France, on a compris, les travailleurs sociaux, les psys, les juges pour enfants ont compris véritablement cette importance de replacer le mineur pour le réintégrer. Donc il y a encore des traumatismes, évidemment, qui ont été vécus sous l'État islamique, dans les camps, au moment de la séparation, sur le tarmac, bien sûr, à Villacoublay, par exemple, avec leur mère, ça c'est quelque chose de très important. Et on essaye justement, ils essayent de travailler véritablement sur les différents traumas pour ensuite faire avancer le mineur. Au bout de combien de temps on aura un certain nombre de certitudes sur la réinsertion de ces mineurs qui vont devenir majeurs, par ailleurs? Il y en a déjà qui sont devenus majeurs. Ouais. Je pense que c'est l'affaire d'une génération, c'est comme toujours, c'est-à-dire de voir comment une génération a appris de ce qu'elle a été et pour devenir ce qu'elle doit être. Combien d'enfants restent-ils aujourd'hui rapatriables en France encore à ce jour? Un peu plus d'une centaine dans les camps de Rojava. Et pourquoi ces enfants-là ne reviennent pas à ce jour? Il faut encore attendre. Certains d'entre eux posent des problèmes particuliers? C'est surtout au niveau des familles, effectivement, du positionnement des familles et aussi de voir justement comment est-ce que dans des meilleures conditions de sécurité, on peut le faire. Ces enfants sont séparés de leur mère lorsqu'ils arrivent sur notre territoire avec leur mère. C'est le premier traumatisme assez fort qu'ils vivent à l'arrivée sur notre territoire, non? Je pense que le premier traumatisme se situe plus dans les camps. Ça, ce serait plutôt le second. Pour ceux qui ont eu la chance de ne pas être enrôlés dans les camps de Daesh et de subir trop de bombardements. Donc il y a plusieurs chaînes de traumatisme qui se cumulent. Et effectivement, le moment de la séparation avec la mère, qui est le dernier jalon de la famille, ça, c'est quelque chose qui est effectivement pris en compte et qu'on essaye que les professionnels essayent de travailler au mieux quand il y a séparation. Parce qu'elles sont incarcérées aussi à ce moment-là, les femmes. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions après ce documentaire tourné par la journaliste Anne Poiret. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc, bien entendu. Merci aussi à Félicité Gavalda, Thibaut Brossaïquel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain DébatDoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.